Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez voir de nombreux moteurs différents sous le capot de l'Insignia, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les principales unités produites en série, celles qui sont les plus courantes. Commençons par les problèmes courants rencontrés par tous les moteurs essence d'Opel Insignia. Par exemple, il y a un problème avec les conduites de carburant. D'ailleurs, l'une des conduites de cette voiture a déjà été réparée. Et nous voulons dire réparée, car une conduite neuve est hors de prix. En outre, les membranes de ventilation du carter déchirées, les sondes à oxygène desserrées et les réservoirs de liquide de refroidissement fissurés, qu'il est préférable de remplacer en même temps que le bouchon, sont également fréquents. En théorie, ce sont des problèmes mineurs qui peuvent être résolus à peu de frais. Les résultats les plus intéressants apparaissent lorsqu'on examine chaque composant individuellement. Pendant une courte période, un minuscule moteur atmosphérique A16XER de 1,6 litres développant 115 chevaux, plus connu sous le nom de 16XER Pimima, a été logé sous le capot de cette carcasse d'1,5 tonne. On le retrouve sur l'Astra et sur de nombreux autres modèles Opel. Par conséquent, les points faibles sont les mêmes. Les joints fuient, notamment au niveau du couvre-culasse, et parfois, après 100 000 km, le régulateur de phase d'admission peut se mettre à vibrer et nécessiter un remplacement. C'est tout. Pour le reste, le moteur est impeccable et prêt à tracter ce mastodonte pendant longtemps, 300 000 à 350 000 km, plus ou moins selon les conditions. Naturellement, le moteur est un peu vieux pour une voiture de ce type, même si, comme vous pouvez le constater, son apparence est tout sauf vieillissante, si bien que le 1.6XER n'a pas fait long feu. Le moteur atmosphérique 1,8 litres A1.8XER de 140 chevaux présente les mêmes problèmes, fuite d'huile, fuite au niveau du refroidisseur d'huile et cliquetis au niveau du régulateur de phase. Les moteurs sont structurellement identiques, mais le 1,8 litres est un peu plus agréable à conduire. Nos moteurs turbo-compressés sont encore plus intéressants. Par exemple, le moteur 1.6 LET à entraînement par courroie, 1,6 litres, 180 chevaux, équipé d'un turbocompresseur KKKK03. C'est le moteur qui équipe cette voiture. Outre les problèmes généraux mentionnés ci-dessus, même avec un très faible kilométrage, une révision du moteur peut s'avérer nécessaire. Ce problème est extrêmement fréquent, plus de la moitié des voitures vendues avec ce moteur ont déjà été révisées ou nécessitent une réparation. En bref, les cloisons des segments de piston se fissurent. D'un seul coup, elles éclatent, déchirant les parois du cylindre. La principale raison est, bien sûr, une erreur d'ingénierie. La distance entre les gorges des pistons est trop faible, et la pression exercée sur les segments est extrêmement élevée, même avec un taux de compression de seulement 8. Un mauvais ravitaillement en carburant ou un changement de bougie tardif peuvent entraîner une révision majeure. Ce moteur a horreur des détonations. Au début, de légères vibrations apparaissent dans la carrosserie, perceptibles dans l'habitacle. Elles s'intensifient ensuite et des ratés d'allumage apparaissent, nécessitant le remplacement des pistons. La seule solution pour résoudre définitivement ce problème est d'installer des pistons forgés, coûteux, mais fiables. D'ailleurs, cet exemplaire n'a jamais connu de tels problèmes moteurs et ne s'attend pas à en rencontrer, même s'il affiche déjà pas moins de 90 000 km au compteur. Son propriétaire est tout simplement très méticuleux avec sa monture. Il effectue les vidanges à temps, fait le plein d'essence à 98 ou 100 octanes dans des stations-service fiables et appuie très doucement sur l'accélérateur. C'est peut-être la clé de la santé de la 1.6 LET, mais comme le disent de nombreux propriétaires, même l'amour pour la voiture n'empêche pas son destin. Il en va de même pour le nouveau micro-logiciel GM du calculateur moteur. Avec les moteurs turbo-compressés A20 NHT 2 litres, 220 et 249 chevaux, la situation est encore plus intéressante. Outre les mêmes problèmes de piston, la turbocompression pose de nombreux problèmes. Je dirais même que c'est la suralimentation qui pose le plus de problèmes. Le moteur 2 litres est équipé d'une soupape à vis Borg-Warner d'une durée de vie d'environ 100 000 km. Certains modèles en ont un peu plus, d'autres beaucoup moins. Globalement, elle n'est pas particulièrement durable. Il est fréquent qu'une voiture ayant 40 000 à 50 000 km au compteur ait une quantité importante d'huile dans l'admission. De plus, l'A20 NHT présente également un dysfonctionnement de la soupape de régulation de dépression. Elle se bloque, parfois audible sous le capot par un bruit pulsatoire à l'ouverture du papillon. Vous êtes également assuré d'avoir des problèmes de sous-alimentation ou de suralimentation. Cela peut avoir de nombreuses causes, par exemple la même soupape ou une durite D, échangeur d'air éclaté. Oui, cela arrive. Et bien sûr, il existe différents types de fuites, par exemple, parfois les tubes de refroidissement du compresseur fuient. Dans l'ensemble, vous ne vous lasserez pas du moteur essence 2.0 litres. Ces performances impressionnantes vous coûteront cher lors de l'entretien. Parlons un peu des moteurs diesel. Il y en avait 3 variétés.
Tous étaient des moteurs 2 litres à entraînement par courroie, ne différant que par le niveau de suralimentation. Il s'agit des A20DT, 130 chevaux, A20DTH, 160 chevaux, et A20DTR, 195 chevaux. Les trois moteurs à carburant lourd partagent une tendance chronique au glissement des coussinets. Les conducteurs d'Opel conscients de ce problème vidangent le carter d'huile tous les 40 000 à 50 000 km et remplacent les coussinets avant l'apparition des premiers cognements et copeaux dans l'huile. Mieux vaut éviter de s'aventurer dans le chip tuning, car cela ne ferait qu'augmenter la charge sur les coussinets. Je comprends toutefois votre tentation. Après un chip tuning, le moteur diesel devient un véritable monstre. Un coin peut également être provoqué par un manque d'huile dû à une bague D, étanchéité sèche entre la pompe et le réservoir d'huile, donc lors du remplacement des roulements, pour ainsi dire, le caoutchouc susmentionné est également remplacé en même temps. Concernant les moteurs turbocompressés 2, 8 litres A28NET, 260 chevaux, et OPCA 28NER, 325 chevaux, les informations disponibles sont rares, car ces véhicules sont rares. On sait seulement que la chaîne dure rarement 70 000 km, et que la pompe d'injection est peu fiable, atteignant parfois 100 km. Après le restylage de 2013, qui a vu l'Opel Insignia bénéficier de nouveaux phares, pare-chocs, options de confort et bien plus encore, le moteur atmosphérique de 1,8 litres a conservé sa place sur l'Insignia, mais le 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litres a été considérablement repensé, toujours par les ingénieurs de GM. Le A16XHT, son nom actuel, a bénéficié d'un taux de compression plus élevé, 10,5. Intéressant, non? Après tout ce qui s'est passé avec A16 LET. Mais passons à autre chose. Le bloc reste en fonte, mais la courroie de distribution utilise désormais une chaîne, un turbocompresseur Garrett, des arbres D, équilibrage pour éliminer les vibrations excessives et l'injection directe. Pourtant, la puissance du moteur 1,6 litres est tombée à 170 chevaux. Mais, globalement, aussi étrange que cela puisse paraître, le moteur a gagné en puissance. Comment est-ce possible? C'est simple. La puissance fait vendre une voiture, mais ce sont les nouveaux newton-mètres, Nm, ou couples, qui font réellement bouger le moteur. Le nouveau moteur 1,6 litres présente une courbe de couple fluide, délivrant une puissance explosive dès le bas régime. Mais qu'est-ce qui compte pour nous aujourd'hui, lors du choix d'une Opel Insignia d'occasion? Ce qui compte, c'est que les bugs aient été corrigés. Eh bien, les problèmes persistent. Les pistons craquent encore à faible kilométrage, ils sont toujours forgés, et il n'existe toujours pas de solution définitive pour éviter les pannes. C'est triste, mais la vie doit continuer. Passons à autre chose, les boîtes de vitesse. Commençons par la boîte automatique japonaise AF40 TF80SC à 6 rapports. La plupart des Insignia en Chine en sont équipées. Elle était installée jusqu'en 2013, c'est-à-dire avant le restylage, et après celui-ci, elle était disponible sur les moteurs diesel jusqu'en 2017. Et sa fiabilité? La transmission s'est avérée sensible à tout. Bref, elle est délicate, malgré son origine EZ1. L'AF-40 craint la surchauffe, et ce qui est encore plus absurde, c'est qu'elle y est sujette. Ces soubresauts chroniques nécessitent l'installation de radiateurs de refroidissement supplémentaires, ou un nettoyage et un rinçage constant du radiateur principal. À cela s'ajoutent des fuites constantes dans les conduites du refroidisseur d'huile. De plus, ce dernier est sensible au niveau d'huile, et il est préférable de réparer toute fuite immédiatement en réglant le niveau à l'aide d'un ordinateur. Au fait, chers conducteurs d'Opel, cette même transmission équipait de nombreux modèles Volvo, et les conducteurs Volvo savent très bien comment minimiser les désagréments avec cette boîte automatique. Croyez-moi, avec une utilisation appropriée, l'AF40 peut vous assurer une longue durée de vie sans problème. Après le restylage, la transmission japonaise EZ1 des versions 1,6 litres a été remplacée par un produit développé en interne, en partie avec la participation de Ford, appelé CT45. Nous n'en dirons pas plus, car cette transmission est déjà présente sur l'Astra J et la Chevrolet Cruze. Elle est connue pour la faiblesse de ses composants chinois, notamment ses cloches d'embrayage cassées. Le corps de soupape est également réputé pour sa sensibilité à la propreté de l'huile. Il est donc conseillé de changer le lubrifiant tous les 40 000 km, au maximum. La transmission automatique la plus fiable de la gamme Opel Insignia est compatible avec les moteurs essence 2 litres des versions restylées. Cette transmission, désignée CT70, a également été développée conjointement avec Ford, mais bien plus tôt.
GM l'a utilisé comme base pour les Cité 3.0/4045e. Le paradoxe est que la Cité 7.0 est bien plus robuste que toutes les autres. À titre de comparaison, la même transmission équipait le Ford Explorer avec son moteur bicylindre en V2.3 5 litres. C'est tout ce qu'il faut savoir. Si l'Explorer n'avait aucun problème de poids et de couple, la berline du segment D en aurait encore moins. Notre voiture d'essai est généralement simple et dotée d'une mécanique fiable, et les propriétaires rencontrent rarement des problèmes. Le seul souci pourrait être le remplacement du plateau de pression d'embrayage, généralement vers 150 000 km. Si votre mécanicien n'est pas satisfait du volant moteur, vous le paierez cher, car il ne s'agit pas d'un volant moteur standard, mais d'un volant moteur bimasse. D'ailleurs, sur notre voiture d'essai, la butée d'embrayage a commencé à bruisser à 90 000 km. Vous pouvez entendre ce bruit dans la vidéo au début de cet article. Ce n'est pas encore critique, mais il est temps d'envisager son remplacement. Notre voiture d'essai est à traction avant, il n'y a donc rien à signaler, elle ne présente aucun point faible. Cependant, comme vous le savez, les Opel Insignia sont également disponibles en transmission intégrale, et 2 versions de transmission du couple aux roues arrière étaient proposées. L'une de série, avec un embrayage Haldex, 4e génération, et l'autre, avec le même embrayage Haldex, mais avec un blocage de différentiel arrière en option. Si vous changez régulièrement l'huile d'embrayage et de différentiel, et que vous ne les abusez pas trop sur circuit, vous n'aurez aucun problème avec la transmission intégrale. Il vous suffira de surveiller les joints d'arbre de transmission, car ils ont tendance à fuir. En cas de problème d'embrayage, contactez un centre de service VEAG. Ils savent comment traiter le Haldex. La conception de la suspension est relativement simple. Une jambe de force McPherson standard sur un seul bras transversal à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. Globalement, le châssis est fiable et ne nécessite aucun entretien supplémentaire pendant les 100 000 premiers kilomètres, hormis quelques problèmes mineurs, comme les bagues stabilisatrices. Les amortisseurs, les bagues de bras de suspension et les rotules dépassent facilement les 150 000 km en utilisation normale. Cela signifie qu'ils ne présentent aucun point faible évident et que la suspension ne pose généralement pas de problème majeur avant un délai raisonnable. Attention, sauf si vous possédez un système FlexRide. FlexRide est un système permettant de régler la rigidité de la suspension. Les propriétaires de voitures équipées de ce type de suspension sont plus exigeants, car chaque amortisseur coûte 25 000 roubles. Les amortisseurs d'origine sont des sacs. Ainsi, si vous souhaitez améliorer légèrement la suspension, il vous suffira de débourser une centaine de dollars pour les sacs. C'est extrêmement gratifiant qu'ils durent les 100 000 km prescrits, et si un problème survient plus tôt, c'est généralement dû à un câblage endommagé entre les actionneurs des jambes de force et l'unité de commande. La crémaillère de direction ne pose pas de problème à tout le monde, mais plusieurs problèmes récurrents peuvent survenir. Par exemple, certains joints peuvent fuir. Comme nous l'avons déjà mentionné, les composants en caoutchouc d'Opel sont généralement impeccables. Il est arrivé que la crémaillère se mette à osciller prématurément, mais l'important pour nous est que ce composant soit réparable et relativement peu coûteux. Par conséquent, lorsque vous choisissez une Opel Insignia d'occasion, ne la rejetez pas d'emblée à cause d'un cognement au volant. Cependant, certains problèmes électroniques peuvent aussi être négligés. Comme beaucoup d'autres voitures allemandes, l'Opel Insignia peut réserver de mauvaises surprises à son propriétaire. Par exemple, un problème fréquent est la défaillance des sièges chauffants avant, des capteurs de stationnement ou du bouton d'ouverture du coffre. D'ailleurs, le bouton d'ouverture du haillon et les sièges chauffants ont déjà été remplacés sur cette voiture. On peut raisonnablement supposer que les problèmes électriques de l'Insignia dépendront directement de son équipement. Bien sûr, moins elle est équipée, plus la voiture est fiable, mais tout le monde recherche le confort. Il faut donc se préparer à des éventuels dysfonctionnements du système. L'Opel Insignia se distingue par ses différents calculateurs. Par exemple, les calculateurs du système de surveillance de la pression des pneus, de la surveillance des angles morts et du contrôle des phares adaptatifs, AFL, peuvent présenter des dysfonctionnements. Cela ne devrait pas être une source d'inquiétude, car la plupart de ces problèmes peuvent être résolus en mettant à jour les logiciels des calculateurs. General Motors a modifié le logiciel de plusieurs calculateurs à plusieurs reprises au cours de la production de la voiture, y compris celui des calculateurs moteurs, afin de résoudre les problèmes de piston mentionnés. Par conséquent, après l'achat d'une Opel Insignia d'occasion, immédiatement après le remplacement des consommables, nous nous rendons dans un centre de service spécialisé pour mettre à jour le logiciel de tout. Ce que j'ai toujours apprécié chez Opel, c'est leur intérieur confortable et plutôt correct. Les matériaux sont de bonne qualité et vous n'aurez aucun problème avec les Toyota. Rien ne s'use ni ne égratigne prématurément,
Et dès les 100 premiers kilomètres, l'Insignia est au meilleur de sa forme, au meilleur sens du terme. Cette voiture a 90 000 km au compteur, et voici à quoi ressemble son intérieur maintenant. La carrosserie ne présente pas non plus de problème particulier. La peinture ne s'écaille pas comme sur Ford, Volkswagen et Skoda, même si le métal est galvanisé. Si des éraflures et des éclats apparaissent inévitablement avec le temps, le métal est très résistant à la rouille, en grande partie grâce à la galvanisation. Bien que notre voiture d'essai, 2012, avait un éclat sur l'aile arrière qui a commencé à gonfler et à fleurir. La chose la plus désagréable à laquelle vous pouvez vous attendre de la part de la carrosserie est probablement la présence d'eau dans le coffre, elle s'infiltre généralement à travers les joints des phares. Comme je l'ai dit, il est impossible de donner une réponse définitive à cette question, mais après avoir abordé les points faibles et les pannes de l'Opel Insignia, il est logique de supposer que le faible moteur 1.8 litres avec boîte manuelle n'est peut-être pas la meilleure option, mais qu'il est probablement le plus sûr. N'hésitez pas à le choisir et ne vous inquiétez pas trop. Bien sûr, il est préférable de vérifier sa carrosserie, mais contrairement au Canon 2.0 litres, il existe peu de versions endommagées équipées de ce moteur sur le marché. Si vous avez encore besoin d'une voiture plus dynamique, il vaut mieux se tourner vers les moteurs diesel, mais dans ce cas, changez les roulements et la bague d'étanchéité de la pompe à huile immédiatement après l'achat de la voiture. Je n'ai aucune raison valable de rejeter le 1.6 litres de 180 chevaux. L'essentiel est de s'assurer qu'il n'y a pas de vibration, et il serait judicieux de vérifier le taux de compression. Idéalement, faites tester le LCI. Il est préférable d'éviter l'A16XHT de 170 chevaux avec boîte automatique 6T. Et d'aborder les moteurs essence turbo-compressés de 2 litres avec une extrême prudence. Surtout n'achetez pas une Opel Insignia avec un moteur refait à neuf, surtout après une révision récente, car elle a probablement été assemblée à la hâte avant d'être vendue. Et le kilométrage n'a alors plus d'importance. Un moteur mal réparé peut nécessiter une nouvelle révision prochainement, tandis qu'un moteur correctement refait avec des pistons forgés peut facilement durer 300 000 km. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne prendre aucun risque. Au fait, le kilométrage est enregistré dans l'unité de contrôle de la carrosserie, mais il est important de garder à l'esprit que la sauvegarde du kilométrage est active. Si les données du combiné d'instruments sont modifiées, elles seront écrasées. Cela ne signifie pas que le kilométrage ne peut pas être réinitialisé. C'est possible. C'est simplement coûteux, et après cette procédure, consulter le kilométrage sur l'ordinateur est inutile. Vous devrez vous fier à des données indirectes, et consulter l'historique d'entretien, si disponible. D'une manière ou d'une autre, lors de l'achat d'une Opel Insignia d'occasion, vous devrez garder les yeux ouverts. Il est également important de rappeler que l'Insignia a fait l'objet de nombreux rappels. De nombreux moteurs aux pistons fissurés ont été remplacés ou réparés sous garantie, mais GM a ensuite décidé qu'elle ne pouvait pas assumer la charge financière et a proposé de partager les frais de réparation avec le propriétaire. Pas très romantique, n'est-ce pas ?